Madame Chaumel. On va prendre avec vous, et ce n'est pas du tout faire offense à nos trois précédents interlocuteurs, un petit peu de recul, un petit peu de distance, de perspective en tout cas pour mettre votre propos à l'échelle, je le disais, européenne. Quels sont selon vous aujourd'hui, Madame, les principaux changements réglementaires et surtout juridiques de l'Europe ou liés à l'Europe qui vont peut-être avoir des conséquences ou un impact direct sur le mode de gouvernance des coopératives agricoles ? Ici en France, on est bien d'accord. Je dirais que le changement, il est indirect sur la gouvernance parce que les grands changements européens sont liés à l'évolution de la PAC et la suppression des instruments de régulation des marchés. Donc ça, c'est ce que disait finalement Damien tout à l'heure. On n'a plus de quotas. Donc par ricochet, ça change la relation entre les adhérents et la coopérative. Mais à ce stade, l'Union européenne n'intervient pas directement sur la gouvernance des coopératives des différents États membres, qui répondent d'ailleurs, enfin qui empruntent d'ailleurs des modèles assez différents. Prenez le temps de justement de nous parler des modèles. Ouais. Est-ce qu'il y a des grandes différences avec les modèles français qui sont donc axés, si j'ai bien compris, moi, sur ce triptyque auquel on faisait allusion tout à l'heure, à travers donc les trois pouvoirs que vous nous avez présentés et rappelés? Alors, je pense qu'en fait, le triptyque pouvoir souverain, pouvoir de surveillance, pouvoir exécutif, on va le retrouver partout dans les coopératives en Europe. Ça, je pense que c'est un des fondamentaux des coopératives. Parce que c'est le meilleur modèle ou parce qu'on n'a pas fait mieux en termes d'invention? Parce que c'est le modèle coopératif. Après, on a des cadres juridiques différents, avec en France d'ailleurs un cadre particulièrement sophistiqué qu'on ne retrouve nulle part en Europe. Et c'est peut-être aussi finalement ça qui a été un vecteur de réussite. Non, je ne sais pas. Je pense que si on avait une page blanche, on ferait sans doute pas comme ça. Mais bon, nous n'avons pas une page blanche. C'est très français, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, ce triptyque-là, il répond, enfin, il est l'incarnation de ce que sont les modèles coopératifs, quels que soient les États en Europe auxquels on se réfère. Alors, je vais vous poser la question autrement, Madame. Est-ce que, on oublie la France, mais est-ce que ça marche mieux ailleurs qu'ici? Alors, je vais quand même finir sur ce que je disais. Alors après, on a je reposerai la question, moi. Dans la gouvernance, on a quand même un modèle majoritaire en Europe qui est le système conseil de surveillance et directoire, qui est, pour le coup, très peu répandu en France. Bon, en France, on va citer Tereos, on va citer Cooperl, et puis on aura fini pour les coopératives qui ont ce modèle-là. Bon, je ne parle pas de quelques unions ici ou là. Donc, alors, à l'inverse, je pense que dans les grandes coopératives du nord de l'Europe et d'Allemagne, on a ce modèle conseil de surveillance et directoire qui, évidemment, permet des décisions peut-être plus rapides, encore que, et une surveillance a posteriori exercée par les adhérents. Alors que dans notre système français, ce que vous appelez le pouvoir de surveillance, on a eu des débats avec Xavier Bertrand sur ce sujet-là, le pouvoir de surveillance, il s'exerce aussi a priori dans la co-construction de la stratégie de la coopérative. Alors que dans le système directoire-conseil de surveillance, eh bien, le conseil de surveillance peut remercier les membres du directoire s'il n'est pas content de la stratégie, des résultats obtenus. Et cette gouvernance, elle ressemble à quoi dans les anciens 10 pays de l'Est qui sont aujourd'hui intégrés à l'Union européenne? Alors là, c'est encore un autre sujet, parce que les anciens pays de l'Est ont mis très longtemps à renouer avec la dimension coopérative, si tant est qu'il l'ait déjà fait, parce que il faut se souvenir que quand il y avait encore le mur de Berlin, donc on parle maintenant presque de la préhistoire pour les jeunes, mais les coopératives étaient des instruments d'État et donc avaient une très mauvaise presse. Il y a même encore un pays qui est la Pologne et qui interdit de créer des coopératives. Donc, toujours actuellement. Oui, oui. Donc le chemin est quand même... De quoi ont peur les États qui interdisent ce genre de choses? À part celui-là, j'en connais pas. Hein. Oui, non, mais de quoi ont-ils peur, ces États? De quoi ont-ils peur? Je pense que c'est des réminiscences idéologiques. Idéologiques, fâcheuses du passé. Et donc, on est plutôt là dans la promotion d'un modèle capitaliste classique.
Notre modèle coopératif fondé sur des agriculteurs engagés, j'ai beaucoup aimé le mot que vous avez prononcé, n'est pas spontanément approprié. Et dans les pays baltes, eux se sentent, j'avais fait une mission il y a quelques années, eux ils se sentent carrément colonisés par les coopératives danoises. C'est comme ça qu'ils l'expriment. Donc il y a une ambivalence, je dirais, qu'on ne retrouve pas, par contre, dans l'ancienne Europe, que ce soit dans l'Allemagne, en Italie, en Espagne. En Italie, la coopération a même une valeur constitutionnelle. Une question liée à l'impact du modèle coopératif agricole sur la Commission européenne. Comment, justement, la Commission européenne regarde-t-elle, imagine-t-elle l'avenir, les contours, le comprend-elle d'ailleurs, les comprennent-elles ces contours du modèle coopératif agricole? Alors, en tout cas, elle a cherché à comprendre, puisqu'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas, le temps passe, mais enfin, elle a fait faire une étude très approfondie des coopératives agricoles dans les 27 États membres à l'époque. Il n'y avait pas encore la Croatie. Donc il y a des études monographiques par pays et puis par secteur économique qui est très intéressante. C'est un énorme document en anglais, mais enfin qui est sur le site de la Commission. Et est-ce que certaines décisions ont été infléchies parce que justement la Commission a mieux compris les choses? Alors je ne sais pas si elle a mieux compris. Elle a cherché à comprendre en tout cas quel était l'appui apporté par les coopératives agricoles à leurs adhérents. Donc déjà, regardez ça dans les 27 États membres, je pense que c'est quand même intéressant. C'est tout ce dont on vient de parler, ce dont parlait Annick, Damien, et je pense que de regarder, c'était intéressant. J'étais allée à la journée de synthèse, et finalement, ce qui ressortait, et là aussi c'est très intéressant par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est que le challenge partagé dans les 27 États membres, c'était quand même la question de la gouvernance. La gouvernance et de la place des adhérents. Et je pense que une des spécificités de notre modèle coopératif, c'est justement quelle est la place que nous faisons aux adhérents, quel lien on entretient avec eux, parce que c'est le socle du modèle. Et si on perd cette dimension-là, la coopération d'abord perd sa raison d'être, et puis je pense qu'elle se fragilise assez considérablement. Donc j'ai assez bien aimé les développements sur le pouvoir souverain et qui renvoient finalement aussi au principe coopératif. Parce que la gouvernance coopérative, elle est impactée par les principes coopératifs, dont certains sont normatifs, un homme, une voix, ou la rémunération limitée du capital, et d'autres sont des principes d'action, d'ailleurs, comme l'a dit Jean-Christophe Julliard, l'intérêt pour la communauté, ben voilà, c'est un principe coopératif. La coopération entre coopératives, c'est un principe coopératif. Et donc, c'est très intéressant de voir que ces principes qui ont été définis finalement il y a très longtemps, bon, même s'ils ont été révisés un peu en 95, mais sont des principes qui fonctionnent encore aujourd'hui dans des contextes très différents.